Belayango Tolo Belayango, magazine sur la conférence de presse, produit par Amasec avec l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDA financé par USAID et les coopérations suédoises. Bonjour à tous et bienvenue à la troisième conférence trimestrielle du projet 3RRDC année 2. Elle est organisée par Amasec sur l'appui financier de la coopération suédoise et USAID dans le cadre du programme MSDA. Cette troisième conférence de presse du mois de mars 2024 est axée sur les thèmes la violence sexuelle basée sur les genres. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire exécutif de l'Amasec, Peter Biako, a présenté le projet intitulé Sensibilisation sur les questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur les genres et la COVID-19. Il a donné les objectifs poursuivis par ces projets ainsi que le but de la conférence de presse regroupant 50 journalistes de la ville de Mbandaka. La particularité de cette troisième conférence est axée sur la sensibilisation de la communauté à travers les médias locaux sur les mariages précoces des jeunes filles dans la province de l'Équateur. L'objectif principal de cette activité est de former les participants et de sensibiliser la communauté à travers les médias sur les mécanismes de prévention, de protection et de lutte contre le phénomène mariage précoce des jeunes filles dans la province de l'Équateur. Après le déroulement des exposés, il y aura une séance de questions-réponses entre les participants et intervenants pour des questions d'éclaircissement. Des recommandations seront récoltées à l'issue de cette conférence pour permettre à la rédaction et au studio de l'Amasec de les traiter et de regrouper de façon professionnelle des magazines de moins de 10 minutes, dont l'un en français et l'autre en lingala, seront produits sur cette conférence de presse en vue d'être diffusés par les 8 radios partenaires d'Amasec pour les comptes du projet 3RRDC d'Internews. Ces radios vont également diffuser des autres magazines dénommés Tolo Belayango pour la sensibilisation de la population sur les activités de l'autoprise en charge sociale et professionnelle de la femme. C'est sur la thématique égalité des sexes que cette thème est retenu dans le cadre de la célébration chaque 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes. Ce mois de mars est consacré aux activités de la formation et sensibilisation des femmes pour l'autonomie dans la société. La première intervenante, Maître Maria Memouangi, présidente de l'ONG La Voix de la Femme dans la province de l'Équateur, a donné la problématique des mariages précoces des jeunes filles dans la province de l'Équateur. Elle a également demandé aux participants et aux autorités locales et provinciales de vulgariser les lois interdisant les mariages précoces. Suivons. La problématique des mariages précoces dans la province de l'Équateur, nous disons c'est un constat des cas, des successions aussi des cas qui vivent avec les gens, qui sont des violations des droits humains, parfois ignorées par la communauté. Voilà pourquoi nous profiterons de cette occasion pour mettre un cri d'alarme, pour ramener la communauté ou la population de vivre leurs droits comme il se doit. Ce constat est venu en ce sens que le mariage précoce, c'est une question complexe dans nos différentes sociétés avec des effets dévastateurs. Et ces effets dévastateurs à long terme ont des conséquences sur la vie de la jeune fille et de la jeune femme, voire même de la communauté elle-même. Et il constitue des menaces dans plusieurs aspects dans la vie physique, psychologique, sexuelle et reproductive de l'enfant. Le mariage d'enfants favorise de façon significative le risque de grossesse précoce, la mortalité maternelle et néonatale, la morbidité, des fistules obstétricales, etc. Il a été documenté que les grossesses et les accouchements demeurent
de principales causes de la mortalité maternelle et néonatale chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Selon les statistiques, le taux de mortalité et de décès de nouveau-nés dans la province de l'Équateur sont de 50% plus élevés chez les enfants nés de mères adolescentes moins de 18 ans. Les bébés qui survivent sont plus susceptibles d'être de faible poids. Cela est dû par l'état de la mère. La pauvreté, le manque d'encadrement des parents explique bien cette déperdition. Une thèse confirme par les données d'enquête NISC 2018, les garçons étaient plus scolarisés que les filles dans la province de l'Équateur, soit 72,3% contre 64,2% sont allés à la scolarisation. Un autre constat amer était que, à l'Équateur et à l'arrière-province, il suffit de se mettre sur la rue le matin, vous verrez le phénomène fille-mère, avec des bassins sur la tête. Parfois, ils vendent des fruits, les autres, ils partent chercher des marchandises pour venir les vendre. Ils sont en état de délaissement des parents, voire des grossesses précoces en même temps. Autant de défis qui motivent cette pratique néfaste de mariage précoce comme un obstacle majeur au développement de la jeune fille, autant la méconnaissance des droits de l'enfant par la plupart de nos parents et autres effets non encore élucidés. Nous donnerons quelques dispositions, quelques instruments juridiques internationaux et nationaux qui sanctionnent, qui suppriment, qui condamnent tous ces actes-là. Parce que ce sont des actes comme j'avais dit, de violence basée sur les gens, qui ne favorisent pas l'épanouissement de la femme. Alors, nous parlerons de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme promouvoit l'épanouissement et la protection de la femme. Nous avons la Déclaration universelle des droits des femmes. Nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Nous avons le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons le protocole de Maputo. Nous avons la constitution de notre pays. Nous avons le code pénal congolais. Nous avons la loi sur la parité. Nous avons la loi portant protection de l'enfance. Tous ces instruments juridiques que nous venons de citer sont là des instruments qui éradiquent le phénomène de mariage précoce ou mariage d'enfants. Alors, comme nous l'avons dit, c'est problématique. Comme c'est problématique, nous ne devons pas rester comme ça en train de voir ou d'accompagner cette problématique pour ranger la communauté. Nous avons proposé quelques pistes de solutions qui aidera et la communauté et nous et les victimes de mariage à se rétablir dans nos droits. La première était la vulgarisation des lois et la promulgation. Nous avons pris ça comme une piste de solution. Pourquoi? Parce qu'à l'introduction, nous avons dit que c'est par ignorance de la loi que les communautés vivent dans ces us et coutumes qui sont contraires à la loi. Ils ne savent pas que ce sont des actes de violence basés sur le genre. Voilà pourquoi nous avons proposé la vulgarisation et la promulgation de la loi. Pour la promulgation, ce n'est pas grand-chose parce que c'est le président de la République qui est censé de faire ça. Mais pour la vulgarisation, mesdames et messieurs, comme nous sommes devant la cible qui est primordiale pour ce travail-là, les journalistes, vous êtes là. Vous êtes là. Vous verrez même ici à Piccolo, même pas à Piccolo, ici à Mandaka, vous verrez qu'il y a une catégorie de personnes qui ne savent pas que envoyer l'enfant moins de 18 ans en mariage, c'est une infraction.
La loi congolaise sanctionne les présumés auteurs de violences sexuelles faites aux jeunes filles. Maître Angèle Amunazo, présidente des avocates du barreau près la Cour d'appel de l'Équateur, cette deuxième intervenante à la conférence, met un accent sur les procédures de la poursuite des présumés auteurs de violences sexuelles faites aux jeunes filles par la justice et demande à la communauté de dénoncer régulièrement les présumés auteurs de violences sexuelles à la justice. Nous allons parler sur comment les présumés auteurs de mariage forcé ou violences sexuelles de jeunes filles sont poursuivis devant la justice. Avant d'arriver vraiment dans notre thématique, je voulais d'abord préciser à tout le monde, parler d'abord de violences sexuelles et puis nous allons atterrir par notre thématique. Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s'est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle, justifiée le plus souvent par des intérêts d'ordre économique, social et politique. Il s'agit particulièrement de violences sexuelles. Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays RDC n'ont fait qu'empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposés et visés sont cruellement frappés par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes par leur dignité physique et morale, mais aussi dans leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l'avenir. Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se reportant aux violences sexuelles et d'assurer une prise en charge systématique de victimes de ces infractions, il est avéré impérieux de réviser certaines dispositions du Code pénal congolais. Jusque-là, le Code pénal congolais, datant du 30 janvier 1940, ne contenait pas toute incrimination que le droit international a érigée en infraction. Ainsi, la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code pénal congolais par l'intégration de règles de droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. De ces faits, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les hommes victimes des infractions de violences sexuelles. Donc, les buts primordial de cette loi évoqué CEO est de contribuer ainsi au redressement de la moralité publique, de l'ordre et de la sécurité dans les pays. Nous allons énumérer en passant quelques infractions de violences sexuelles. Parce que nous entendons souvent parler de violences sexuelles, il y a des formes de violences sexuelles. Nous allons les énumérer en passant. La loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais classait les infractions de violences sexuelles en 16 formes que nous allons énumérer. De l'attentat à la pudeur, du viol, de l'excitation de mineurs à la débauche, du souteneur et du proxénétisme, de la prostitution forcée, du harcèlement sexuel, de l'esclavage sexuel, du mariage forcé, de la mutilation sexuelle, de la zoophilie, de la transmission de l'UBV des infections sexuellement transmissibles, du trafic et de l'exploitation d'enfants à des fins sexuelles, de la grossesse forcée, de la stérilité forcée, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution d'enfants. Du mariage forcé, nous avons notre base légale, l'article qui parle vraiment, qui réprimande
le victime ou bien le bourreau de violences sexuelles et l'article 174F de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret loi du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais qui dispose: sans préjudice de l'article 336 du code de la famille, sera puni d'une peine de 1 à 12 ans de servitude pénale et d'une amende ne pouvant être inférieure à 100 000 francs congolais. Constat: toute personne qui exerce l'autorité parentale ou tutélaire sur une personne mineure ou majeure aura donné en mariage ou en vie de celui-ci, l'aura contrainte à se marier. Le minimum prévu à l'alinéa premier est double lorsqu'il s'agit d'une personne âgée de moins de 18 ans. Et nous allons aussi parler de personnes à poursuivre. Parmi les personnes à poursuivre, nous avons toujours, nous allons parler de cas pratiques et par rapport à la loi. Selon l'esprit de l'article 174.f du Code pénal, les personnes à poursuivre selon cet article, ce sont le parent et les tuteurs. Donc les personnes exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur la fille mineure ou majeure. Et dans le cas pratique, nous avons les bureaux, c'est-à-dire le prétendu époux, nous avons le parent du bourreau ayant consenti à la célébration du mariage, sachant pour autant la fille est mineure. Ici, c'est par rapport à l'enfant moins de 18 ans, aux mineurs. Et toute personne ayant participé à la célébration du mariage en connaissance de la minorité de l'enfant, l'officier de l'état civil ayant célébré ces mariages pourtant à connaissance de la minorité de l'enfant, c'est-à-dire l'ignorance de l'âge de l'enfant. Mesdames et messieurs, de la poursuite du présumé auteur de mariage forcé ou de violence sexuelle, la poursuite du présumé auteur du mariage forcé ou de violence sexuelle, nous allons parler de 3 étapes. 3 étapes à prendre vraiment en considération pour enfin poursuivre un auteur présumé de violence sexuelle ou de mariage forcé. Nous allons parler de la dénonciation, de la flagrance et puis de la plainte. S'agissant de la dénonciation peut se faire devant l'officier de police judiciaire, devant l'inspecteur de police judiciaire ou devant l'officier du ministère public, celui que nous appelons souvent le magistrat. La dénonciation peut provenir de la victime elle-même, de faits causés par les bourreaux. Si la fille ou bien la victime se sent vraiment mal à l'aise, se sent gênée par rapport à l'acte posé par les bourreaux, elle peut aller dénoncer. Le parent ou les personnes qui ont l'autorité parentale ou tutélaire, c'est la victime, toute autre personne intéressée, ou soit de tuer ces personnes. S'agissant de la flagrance, la flagrance peut se faire. Si vous trouvez, vous arrêtez vraiment, comme on dit souvent, vous arrêtez quelqu'un la main dans la poche, vous pouvez aller dénoncer ou bien amener le bourreau devant l'officier de la police judiciaire, devant l'inspecteur judiciaire ou devant l'officier du ministère public. La flagrance exige à ce que toute personne intéressée ayant vécu le fait ou trouvé les faits en train de se commettre ou qui venait de se commettre puisse procéder à l'arrestation immédiate du bourreau ou auteur présumé de l'infraction. Peu importe la qualité de la personne qui procède de l'arrestation de l'auteur présumé, c'est-à-dire le bourreau. S'agissant de la plainte, devant l'officier de police judiciaire, l'inspecteur judiciaire ou l'officier du ministère public, la plainte écrite est introduite par
par le parent ou tuteur, donc la personne exerçant l'autorité parentale ou tuteur si la survivante. Les derniers intervenants, John Otiabini, coordonnateur de l'ONG ABEF, Association pour le bien-être familial, Naissance désirable, et la clinique Bongisa Libota, a donné les circuits de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Il a aussi précisé comment se fait la prise en charge médicale des victimes. Nous allons parler de la prise en charge médicale. La prise en charge commence toujours par l'accueil. Pour qu'on puisse prendre quelqu'un en charge, il faudrait que la personne arrive à l'hôpital. Et nous allons vous donner les circuits d'accueil de la survivante, par exemple à la clinique Bongisa Libota. La survivante ou la victime, c'est la personne là qui arrive. Et lorsqu'elle arrive, elle est accueillie. Et en ce moment-là, c'est à la réception. Parce que si la personne se présente à la réception, on va l'enregistrer. Et après l'enregistrement, dès qu'on définit son cas, donc on identifie les besoins pour lesquels la personne est venue à la clinique. S'il s'agit d'un cas, par exemple, qui concerne les violences sexuelles, on va orienter la personne à l'espace d'écoute, là où il y a un assistant psychosocial. Et là, ce sont les cliniciens. Nous avons les psychologues et cliniciens qui accueillent la personne. Et après entretien, la personne va être orientée chez les médecins ou chez l'infirmière. Et lorsque la personne est là, c'est pour raison de consultation. Après la consultation, la personne va être référée au laboratoire. Au laboratoire, on va réaliser quelques bilans ou quelques examens, notamment on va faire les dépistages au VIH, les dépistages aux IST, les dépistages de la grossesse. Ça va se faire parce que souvent on a toujours eu les gens qui viennent, elle a été violée aujourd'hui, alors que la personne, après un test, on trouve qu'elle est déjà grosse. Peut-être qu'elle s'arrête déjà de 2 ou 3 mois à l'avance, alors que les viols est intervenu après. Là, il y a aussi une conclusion qu'on pourra tirer à la fin. Dès que les examens de laboratoire sont finis, les résultats sortis, la victime va rentrer chez le médecin et en ce moment-là, on va prescrire les médicaments, ce qu'on peut lui donner. Et les médicaments sont donnés aussi en fonction de l'arrivée de la personne. Généralement, chez nous, nous préférons que toute personne qui a commis, disons, qui a été victime d'un cas de violence puisse arriver en DH 72 heures. Tout simplement parce que nous disposons des médicaments gratuits qui nous sont donnés par les partenaires, et ce sont les médicaments de la prévention. Et on les appelle PEP kit, prophylaxie post-expositionnelle. Une fois que la personne a été exposée, on lui donne, et ça prévient à ce que la personne ne puisse pas attraper, par exemple, la grossesse si la victime se trouvait dans sa période d'ovulation, par exemple. De ne pas attraper les IST et les VIH si peut-être l'auteur était infecté. Donc, dans les 3 jours, lorsque la personne reçoit ces médicaments, ça va préserver sa santé. Après que la personne a eu les médicaments, elle va revenir dans un circuit externe. Donc, va encore passer par le psychologue, il lui donne certains conseils et on va voir les degrés d'atteinte du moral de la personne. Lorsque on trouve que la personne est vraiment touchée et qu'on doit l'assister, on va dresser un calendrier de suivi et on va commencer à suivre la personne, même à la maison où la personne se trouve, pourvu que la personne puisse rétablir sa santé initiale.
La dernière partie de cette conférence de presse est consacrée à la séance de questions-réponses entre les participants et les intervenants sur les différents sujets abordés par les intervenants. Est-ce que une personne qui a été violée et atteinte parfois du VIH, SIDA, est-ce qu'en bénéficiant de ce kit-là pourra être sauvé de cette maladie? Est-ce que si oui, vous avez déjà quelques cas enregistrés où il y a une personne qui a été atteinte du virus, du sida, mais sauvée de cette maladie après qu'elle ait été mise sous traitement par rapport à ce kit-là? Vous allez nous le dire. Merci, moi c'est Élisée Namokozo de la radio communautaire Moana. Moi je m'adresse à la première intervenante, Madame Maria. Vous avez soulevé les cas de Kokilamoisi. Et souvent moi je prends les cas des villageoises qui vivent au fait fond là-bas à l'intérieur, là où il n'y a pas de postes de police, il n'y a pas aussi de radios. Si par exemple une fille tombe enceinte et que les parents n'ont pas de moyens pour prendre en charge cette fille et sa grossesse, souvent ils procèdent au mariage précoce parce qu'ils envoient leur fille au mariage précocement parce qu'ils n'ont pas de moyens pour prendre en charge cette fille. Et en faisant ça, par rapport à votre exposé, c'est aussi un crime parce qu'ils ont envoyé leur enfant précocement. Et dénoncer aussi, c'est un peu impossible parce que là, il n'y a pas aussi de postes de police. Faire aussi l'avortement, c'est encore plus pire. Alors, qu'est-ce que vous allez conseiller aux parents de faire? Est-ce qu'il faut garder cette fille à la maison pour qu'elle devienne ébotée par l'air et qu'elle mette encore les enfants? Ou qu'est-ce que vous avez donné comme conseil aux parents de faire par rapport à ça? C'est la question de M. Jordan qui demande si la personne, par exemple, qu'on a dépisté est porteur du VIH, est-ce que nous avons déjà des cas pareils où la personne a été sauvée par ça? Je lui dirais oui. Oui, parce que ça fait, je crois, c'est 2 cas qu'on a reçu, des cas de tel type. Il y a eu un enfant de 5 ans qui avait été testé positif. Et le problème, c'était les parents ont pu accuser les garçons qui travaillaient chez eux, disant que c'est ces garçons qui auraient violé la petite fille et qu'il lui a contaminé. Alors, l'affaire était au niveau de la justice et la justice nous avait référé la personne. On a reçu le bébé. Lorsqu'on a testé le bébé, d'abord, sur le plan médical, l'enfant était intact. Il n'y a pas eu un acte de pénétration. Alors, c'est comme ça que nous avions dit qu'il faudrait qu'on amène l'agresseur et on amène la maman de l'enfant. La justice a quand même entendu, on a amené les deux. On a testé l'agresseur, il était négatif. Et la maman de la fille aussi était négative. Donc, l'enfant était positif. Et nous, on a pensé que l'enfant peut-être s'était blessé par un instrument qui lui aurait été contaminé. Et dans ce cas ici, nous l'avons référé au centre GRIP pour un bon suivi. Vous ne pouvez pas me contraindre à me marier à n'importe qui. Vous ne pouvez pas me contraindre à aller au mariage selon votre gré. C'est un droit privé qui touche à la vie privée, à l'intégrité physique de la femme. Voilà, je sais que même les gens qui sont éloignés d'ici, j'avais suivi, il y avait quelqu'un de Makanza qui est avec nous dans la salle. Il faisait là-bas, il ne manquerait pas passer cette journée à la radio ou à une émission. C'est ça, ce sont les activités que nous faisons. Et aussi, nous accompagnons aussi les filles victimes de toutes sortes de violences basées sur le genre. Nous sommes là, nous les accompagnons.
Merci beaucoup. Je crois que c'est ça. Si je n'ai pas bien répondu, je sais qu'au boulot, on peut échanger. Pour la troisième question, que faire dans un milieu où il n'y a pas la police ni la radio, lorsque une fille est grosse et que les parents jugent bon de le ramener? C'est ce que j'avais dit dans mon exposé. Les parents qui sont avertis, la solution pour la fille engrossée ne serait pas aller déposer la fille chez le boulot. Là, vous l'envoyez à un mariage précoce. Comme l'avait dit Maître Angèle, quand on va poursuivre, les parents aussi de la fille seront poursuivis comme co-auteurs de cette infraction de mariage précoce. La solution pour ceux-là qui sont là où il y a ni radio, ni poste de la police. Donc pour le poste de la police, j'en doute un peu parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. Mais là où il n'y en a pas, la solution est que si ces parents-là sont avertis, j'avais dit dans mon exposé, c'est le devoir du travail de nous tous. Faire parvenir au fond là-bas les messages qui allaient déposer une fille enceinte, c'est violer ses droits. Et les gens qui feront ça méritent d'être sanctionnés. La solution, c'est quoi? C'est dénoncer, saisir la justice. Venir là aussi, à Ikokoyi, il n'y a pas un poste de la police. Saisissez le chef de riz ou le chef coutumier, c'est lui le garant de la notion, le garant de la loi. Il est leur effectif de ce pouvoir. Saisissez l'autorité coutumière qui est là. L'autorité coutumière, pardon, qui est là. Vous comprenez? Cette autorité-là va vous orienter pour saisir le droit écrit comme j'avais dit. Vous saisissez maintenant les cours et tribunaux pour vous faire justice. Ce serait une meilleure solution. Mais vous créez le modèle, mais vous violez le droit d'autrui. Cette fille qui est partie là peut faire 2, 3, 4 enfants et sa vie s'arrête là. Vous voyez comment vous avez rendu difficile la vie de cette jeune dame. Mais si vous avez dénoncé chez le chef coutumier ou le chef de rue ou l'autorité qui est là sur place, il allait aider cette fille. Et si on arrêtait le boulot, ce n'est pas pour le tuer. Si on arrête le boulot là, c'est pour aussi enseigner aux autres qui sont restés de ne plus poser ces actes-là. Et à ce moment, vous protégez la communauté. Vous aidez aussi la communauté à s'épanouir. Et lorsque vous gardez silence, vous aussi vous détruisez la communauté. Je crois que c'est un peu la réponse que j'avais. Si vous n'êtes pas satisfait, je pense qu'au pouvoir on peut une fois du baptême. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la question de M. Jordan. Il avait demandé sans plainte ou requête si l'officier du ministère public peut se saisir. C'est ce qu'on appelle saisie d'office. L'officier du ministère public peut se saisir d'office aussitôt il a connaissance de fait porté contre l'enfant. C'est dans l'article 100 du Code portant protection de l'enfant. Si, parce qu'il n'y a pas assez de temps, vous pouvez même lire après. C'est dans l'article 102 du Code de protection de l'enfant. C'est là où on a parlé de mot de saisie. Et par rapport à la question de l'autre, je ne maîtrise pas son nom, il a posé la question de savoir la différence entre une plainte ou bien le plaignant et les dénonciateurs. C'est ça la question. Voilà. La plainte, ça peut se faire en deux sortes, par écrit ou soit verbalement. Et la dénonciation, les dénonciateurs d'abord, c'est un informateur. Il vient juste donner des informations et partir. Et c'est à l'officier du ministère public ou bien au PJ de continuer les enquêtes pour prouver réellement par rapport au dur du dénonciateur. Mais par rapport à la plainte ou au plaignant, le plaignant peut passer à tout moment qu'on aura besoin de lui. Donc c'est ça un peu la différence
entre les parents qui sont avertis, la solution pour la fille engrossée ne serait pas aller déposer la fille chez le boulot. Là, vous l'envoyez à un mariage précoce. Comme l'avait dit Maître Angèle, quand on va poursuivre, les parents aussi de la fille seront poursuivis comme co-auteurs de cette infraction de mariage précoce. La solution pour ceux-là qui sont là où il y a ni radio, ni poste de la police, donc pour le poste de la police, j'en doute un peu parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. Mais là où il n'y en a pas, la solution est que si ces parents-là sont avertis, j'avais dit dans mon exposé, c'est le devoir du travail de nous tous. Faire parvenir au fond là-bas les messages qui allaient déposer une fille enceinte, c'est violer ses droits. Et les gens qui feront ça méritent d'être sanctionnés. La solution, c'est quoi? C'est dénoncer. C'est la fin de cette troisième conférence de presse trimestrielle de l'année 2 du mois de mars 2024, organisée par Amasec sur l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise et USAID. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.